Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue Dominique Brisson, ravie de vous accueillir pour évoquer votre travail d'éditrice. Alors oui, patrimonial, mais pas uniquement, hein. Vous avez fondé les éditions Court Toujours en 2012 à Épaux-Bézu dans le sud de l'Aisne. Vous étiez déjà écrivaine, vous aviez été journaliste, vous aviez travaillé dans l'édition également. Quel genre de livre aviez-vous envie d'éditer en fondant la maison Court Toujours? Ah, alors, peut-être curieusement, je ne sais pas, je n'avais pas d'idée préconçue, en fait. J'avais une soif terrible de, de passer de l'autre côté du miroir de l'édition, d'aller voir un petit peu ce qui se passe quand on n'est pas autrice, et je dirais presque uniquement autrice. J'étais un petit peu frustrée parfois, même si je suis une autrice heureuse, en tout cas je l'étais à ce moment-là. J'avais envie d'en savoir plus, d'aller dans les coulisses, de faire un livre, de faire des livres. J'avais une envie, un appétit assez important que j'ai toujours sur la réalisation, la conception, les étapes de fabrication d'un livre, la créativité qu'il faut aussi déployer pour à peu près à chaque stade de réalisation d'un livre. Et je n'avais pas une idée de catalogue, en fait, hein, préconçu. J'avais surtout envie que Court Toujours soit pour moi comme une espèce de laboratoire pour tester des choses. Vous l'avez dit, j'ai été journaliste. Enfin, voilà, j'ai toujours vécu de ma plume, mais c'était encore une nouvelle aventure autour de la plume. Et j'avoue que c'était pas forcément lié à un afflux de manuscrits ou une envie d'aller sur tel ou tel terrain. C'était juste une aventure. Continuer avec le livre, voilà, d'une manière peut-être plus globale. On va en parler. Alors, votre catalogue aujourd'hui compte pratiquement entre 15 et 20 titres. Et ces 2 dernières années, vous avez développé chez Court Toujours 2 collections qui sont dédiées à de grandes figures littéraires. Alors, peut-être Aurélie peut nous envoyer le visuel numéro 1 où on verra les 2 titres donc déjà parus, hein, Tout sur la fontaine ou presque de Martine Pichard, qui est paru en mai 2019, et Tout sur Alexandre Dumas ou presque de Bertrand Varin. Et un 3e livre qui va paraître le 10 mai, c'est donc imminent. Voilà, c'est effectivement, voilà, vous avez les couvertures, les voilà. Et le prochain, donc, le 10 mai, Tout sur Jules Verne ou presque de Jean-Patrice Roux, et une 2e collection qui s'adresse aux enfants. Alors, cette fois, c'est moi qui vais montrer comme ça pour qu'on puisse garder le visuel en ligne aussi. Vive la fontaine, c'est un livre que vous co-signez cette fois-ci avec Géraldine Doulbeau, on va en parler aussi dans un petit moment. Ces ouvrages ont en commun d'être de petites encyclopédies, on peut le dire comme ça, mais surtout ce sont des miscellanées, Dominique Brisson. C'est un genre que vous avez réinventé, on peut le dire, chez Court Toujours. Expliquez-nous de quoi il s'agit. En tout cas, c'est effectivement un genre, je ne sais pas, une forme, c'est sûr, hein, qui a un sacré passé. D'ailleurs, je l'ai su après coup. Les miscellanées, c'était voilà, ces espèces de recueils où miscella, c'est mélange en latin, où tout est apparemment mélangé. C'est quelque chose qui m'a tapé dans l'œil à l'occasion de la découverte d'un livre plutôt récent, alors que la forme est très ancienne. La forme vient de l'Antiquité, hein. C'était déjà, d'après ce que j'ai compris, au moment on parle souvent d'Aulugel du IIe siècle après Jésus-Christ, qui a vraiment fait des miscellanées. C'était en effet des recueils, d'écrits de tout genre. Ça pouvait être des questionnements, des listes, des citations, voilà. Mais moi, j'ai rencontré la forme des miscellanées à travers le livre qui s'appelle Les miscellanées de Monsieur Schott, qui est Alors, un livre on a qui un a un petit tabac. visuel On a un en numéro visuel, 3, hein, si on voilà, peut avoir, s'il vous plaît, c'est Aurélie. ça. Donc, c'est un livre qui avait fait donc un tabac d'édition en 2006 aux éditions Alia.
qui m'a été amenée par une autrice, Émilie Le Gulvou, qui d'ailleurs a ensuite coécrit le livre qui s'appelle Pommes de terre dans notre tout début de catalogue. Et voilà, là vous voyez par exemple une double page, donc les caractéristiques des miscellanées de Monsieur Schott, c'est justement voilà, d'accumuler des sujets de thématiques très très différentes et de formes graphiques, enfin textuelles très différentes. Là, on a une liste des maris de Liz Taylor, on nous parle du bikini, voilà, des chiffres sur les missiles balistiques, des termes d'argot bruxellois, et voilà, et ça continue pendant tout le livre, très peu d'illustrations. Et ça m'avait vraiment beaucoup intéressée. Et on l'a revisité, on a réfléchi, on cherchait justement comment parler de certains sujets qui étaient battus, rebattus parfois, mais de façon nouvelle et surtout très accessible. Et donc, on s'est plongé dans les miscellanées et on y a rajouté par rapport aux miscellanées de Schott, une donnée importante, c'est le visuel. C'est-à-dire qu'on a mis non seulement des textes de toute nature, de toute forme, de toute longueur, mais aussi des photos, des documents, des illustrations, des photos contemporaines ou d'archives. Et on a respecté cette espèce de, voilà, de pêle-mêle qui finit comme ça, de façon un peu impressionniste, à faire le tour d'un sujet, en tout cas on l'espère. Et c'est une forme qui est extrêmement intéressante à mes yeux. Intéressante et difficile, on va en parler après Ah aussi. oui, sûrement Vous n'avez difficile. pas choisi la facilité. Non, non, tout à fait, mais bon, c'était le prix à payer du plaisir qu'on a à le faire et à le présenter et apparemment à le lire. Alors, vous n'êtes pas seul, évidemment, puisque les auteurs et autrices, hein, bien sûr, sont embarqués avec vous dans cette forme très particulière. Les 3 ouvrages destinés aux adultes sont signés Martine Pichard pour La Fontaine, Bertrand Varin pour Dumas et Jean-Patrice Roux pour Le Verne à venir. Quels sont leurs liens avec ces grands écrivains et comment s'organise votre collaboration auteur-autrice éditrice? Alors, ces trois auteurs de ces trois miscellanées sont évidemment des fous des écrivains dont c'est le sujet. Ça, c'est la condition préalable. Ce sont aussi voilà, des gens qui sont proches géographiquement, des berceaux de ces écrivains. Et donc, c'est aussi des auteurs, parfois primo-auteurs, qui ont accepté de jouer un rôle assez difficile, hein. Vraiment, l'écriture des miscellanées, c'est difficile parce que c'est assez contraignant. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est à la fois très contraignant et à la fois finalement très souple. Et donc chacun d'entre eux ont pu aussi, bien que la forme, on en a parlé, hein, soit quand même assez précise, des textes plutôt court en général, mais dans lequel il faut chercher des formes différentes, des listes, il faut un petit peu scénariser, parfois c'est des textes synthétiques hein, qui font vraiment le tour d'une question large. Parfois c'est des entrées très pointues qui frisent l'anecdote. Parfois c'est autour de chiffres, c'est toutes les facettes en fait d'un sujet. Donc c'est très difficile de trouver les angles d'approche, et de voir si petit à petit on a bien fait effectivement le tour d'un sujet. Et puis c'est difficile aussi sur le plan de l'écriture parce que il y a quelque chose de journalistique aussi, c'est-à-dire qu'il faut accrocher. C'est-à-dire que là, il n'est pas question d'accrocher simplement, enfin entre guillemets, le début d'un chapitre, etc. C'est que chaque texte doit être accrocheur en lui-même et chaque texte, comme d'ailleurs chaque visuel, hein, est un petit monde autonome. Donc ça, c'est pas facile parce que ça suppose de réussir un petit exercice stylistique avec chaque entrée de lecture, mais aussi admettre, et d'expérience, là, au bout de 3 miscellanées littéraires, c'est peut-être ce qui est peut-être le plus perturbant pour les auteurs, d'accepter une certaine redondance.
C'est-à-dire qu'évidemment, il y a, je ne sais pas, il y a à peu près, il y a un petit peu moins de 200 entrées de lecture dans chacune des miscellanées. Eh bien, évidemment, si dans La Fontaine, on parle 10 fois de Marie Ricard, qui fut la femme de La Fontaine, eh bien, il va quand même falloir, d'une façon ou d'une autre, et pas de la même manière, la présenter. Donc, les auteurs parfois me disent, mais je l'ai déjà dit, ça. Oui, mais il faut imaginer que le lecteur rentre à n'importe quelle page et dans n'importe quel sujet. Et ça, c'est vraiment, c'est du sport, hein. Mais c'est quelque chose de très stimulant aussi, parce qu'on voit bien que ça fonctionne. Au début, c'est très ingrat. Donc, ça demande de la part de l'auteur, des auteurs de se mettre dedans. Ça nécessite, je pense, par rapport à des livres de facture plus classiques, un accompagnement peut-être plus fort de la part de l'éditeur et notamment donc de l'éditrice. Donc c'est aussi un petit travail de collaboration pour qu'on se coordonne, pour qu'on se donne des idées, pour que je fasse aussi le rôle de la première lectrice, qui est de toute façon le rôle de l'éditeur, hein, mais de façon quand même très très pointue. Et comme il se trouve que je m'occupe plus précisément dans ces livres-là de l'iconographie, parce que je suis en lien, et ça je pense qu'on en parlera, avec les maisons d'écrivains ou les musées correspondants. Donc il y a aussi une coordination entre les textes seuls, les visuels seuls, et puis les textes qui sont parfois illustrés. Enfin, voilà, c'est toute une mécanique qui est un peu sportive quand même techniquement. Un beau dosage à trouver en Un effet. dosage. Alors, le livre Vive la Fontaine, je le disais, vous le co-signez avec Géraldine Doulbeau, qui est directrice de la médiathèque de Château-Thierry, elle-même castro-théodoricienne, hein, c'est comme ça que l'on dit, puisqu'elle a grandi à Château-Thierry en effet. Comment avez-vous travaillé ensemble et pourquoi avoir souhaité vous impliquer cette fois en tant qu'autrice? Alors, bon, personnellement, ça fait longtemps que je suis autrice jeunesse. J'ai fait des documentaires, pas que, mais j'ai fait des documentaires et des romans. Donc, je me sens très, très à l'aise avec cette cible-là. Et là encore, peut-être, c'était ma façon aussi de rôder, en fait, le côté laboratoire. C'est-à-dire que j'aime bien, je n'écris heureusement pas dans toutes les collections que j'ai lancées, mais j'aime bien quand je peux le faire, quand je me sens légitime en fait, hein. J'aime bien rôder un petit peu les mécaniques. Et donc, il s'agissait en effet, Vive la Fontaine, d'une nouvelle collection, d'une collection jeunesse. Donc, voilà, ça c'était une cible que je connais bien et que je voulais partager avec Géraldine Doulbeau, qui est directrice de la médiathèque Jean Massé de Château-Thierry, et qui, elle, a une autre approche, une très intéressante approche du public jeunesse, puisque dans sa médiathèque, elle organise beaucoup de choses en direction de la jeunesse. Donc, on avait des rôles complémentaires. Ensuite, c'était assez, j'allais dire facile, mais en tout cas, ce qui nous a rendu facile la réalisation de ce livre, c'est que nous avons travaillé tout comme les miscellanées, les 3 miscellanées adultes. Nous avons travaillé avec le directeur et son adjointe du musée de La Fontaine, qui détient un important fonds iconographique et avec lequel on a pu dialoguer, et qui a aussi relu les textes, hein, et vérifier les visuels, tout comme dans les 3 premiers livres adultes. À chaque fois, les conservateurs, les directeurs, les responsables des musées et des maisons d'écrivains ont toujours été associés et ont toujours relu la matière première. Si on regarde en effet la carte des maisons d'écrivains et patrimoine littéraire qui organise notre festival Résonance, vous êtes tout à fait bien placé dans le sud de l'Aisne, où de grandes figures littéraires sont nées ou ont vécu. Cette situation géographique, elle a eu une influence sur vos choix d'éditrice?
Oui, alors effectivement, comme je vous ai dit que au départ, je n'étais pas forcément fixée sur voilà, une direction, une ligne éditoriale, que c'était un petit peu aventureux. J'ai eu une réaction un peu pragmatique, dans la mesure où je craignais d'avance d'avoir des problèmes. Ça, c'est un problème très important, hein, pour les éditeurs, les problèmes de diffusion. C'est effectivement le cas. C'est quand même assez compliqué, même si justement on continue toujours de travailler sur le problème de la diffusion et de distribution, parce que finalement c'est le nerf de la guerre pour pouvoir élargir son territoire. Mais en tout cas, au départ, je me suis dit que puisque j'étais alors dans les Hauts-de-France, qui était la Picardie, il y a 8 ans, enfin je suis toujours en Picardie, mais maintenant on est dans les Hauts-de-France, eh bien, j'allais tout à fait trouver autour de moi matière à intérêt. Donc, effectivement, j'ai commencé à m'intéresser à la région, mais surtout aux gens. Et en fait, c'est comme ça qu'on peut estimer que peut-être je suis une éditrice patrimoniale, mais la question du patrimoine n'a pas été pensée comme ça à la base. C'était surtout un intérêt un intérêt pour les choses, mais aussi les choses immatérielles qui pouvaient traverser l'intérêt des gens sur le territoire. Donc forcément, ça pouvait être des choses anciennes, mais ça pouvait aussi être des choses plus à l'échelle de la vie, des mémoires de personnes sur certains sujets. Et c'est comme ça, avec aussi peut-être aussi mon fond journalistique, que j'ai un peu investigué et que je me suis arrêtée sur des sujets. Les premiers, c'était assez prosaïque, hein, c'était Pommes de terre, hein, voilà, qui a été un vrai best-seller, enfin à notre modeste niveau. L'eau. Déjà un miscellané. Déjà des miscellanées, oui, absolument. Et puis, voilà, et puis il y a eu assez vite aussi derrière les romans. Mais l'idée n'était évidemment pas pour moi d'aller chercher, d'avoir une approche patrimoniale au sens matériel, choses anciennes, régionales, etc. L'idée, au contraire, était de faire des livres modernes avec une approche contemporaine et qui relie, quand il le faut, l'ancien à l'aujourd'hui. Et c'est surtout ça qui m'intéresse. C'est cette histoire de lien de l'ancien à aujourd'hui et de voir ce que ça produit quand justement vous montrez La vie rêvée des choses, qui est la collection de fiction de Courtoujour, qui est la collection de romans. Qu'est-ce que ça devient de parler de Oissingue, comme l'a fait Lucien Suel, d'Obus, de Guillaume de Fonclare, de Pain perdu, de Dominique Sampiero, mais aussi de Gaufre par Jacques Darras, de Boutournacre par Ella Bellert, j'espère ne pas en oublier, de Briques par Philippe Montrossin, et bientôt de Terry par Fanny Chiarello. Donc, qu'est-ce que ça fait de rapprocher ces objets qui sont effectivement symboliques, symptomatiques de quelque chose emblématique d'une région, et de le frotter à l'imaginaire d'écrivains contemporains qui ont chacune un style, une vision. Voilà, et c'est ça qui m'intéresse en fait, c'est le frottement des choses avec des gens d'aujourd'hui qui peuvent éventuellement réfléchir sur ces choses, ou en tout cas pour qui ça a un sens, je dirais individuel, donc universel. Ça paraît, c'est pas si paradoxal que ça en fait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas le régionalisme, c'est pas le patrimoine en tant que tel, c'est l'universalité de la relation aux choses en fait. Et au temps. Et au temps, voilà, avec le facteur temps. Ouais. Alors, le musée Jean de La Fontaine est installé dans sa maison natale à Château-Thierry. Le musée dédié à Alexandre Dumas, aux 3 générations de Dumas, se trouve à Villers-Cotterêts, et la maison de Jules Verne à Amiens est celle où il a passé les dernières années de sa vie. Votre matériau principal, si j'ose dire, hein, en ce qui concerne les miscellanées, c'est l'archive. Hein. Vous avez besoin d'accéder à ces ressources. Le lien avec donc ces musées, il est capital, j'allais dire, c'est une condition. Alors Nicolas Bondenay, qui est parmi nous, pourra en parler aussi tout à l'heure. C'est une condition pour vous, en tant qu'éditrice, pour la réalisation de ces ouvrages ?
Oui, ça l'est devenu. C'est-à-dire que je crois qu'il faut dire aussi que, en fait, cette collection, elle existe aussi parce que déjà tout embryonnaire, je m'en étais ouverte à Geneviève Tricotet, qui était à ce moment-là présidente hein, du réseau de la Maison des écrivains. Et je lui avais expliqué le projet et elle avait été très encourageante et elle m'avait aidé aussi à flécher des maisons d'écrivains qui possiblement pourraient peut-être m'accompagner. Et finalement, le possible est devenu quelque chose, pour le moment en tout cas, de systématique. C'est-à-dire qu'en fait, je me suis rapprochée effectivement de Thomas Morel qui à l'époque était conservateur du musée de Château-Thierry et maintenant de Nicolas Rousseau qui l'est actuellement pour le Vive la Fontaine enfant. Je me suis rapprochée de Nicolas Bonnet pour le Dumas. Je me suis rapprochée de l'équipe de Bernard Sinoquet pour Verne. Et je me demande aujourd'hui comment je ferai sans eux. Il n'y a pas de doute. Parce que, ne serait-ce que du point de vue iconographique, voilà, nous comptons beaucoup sur des collections qui sont très belles et que nous avons envie de mettre en avant. Je pense que c'est évidemment un souhait partagé. C'est très important que nous puissions avoir accès facilement et à ce trésor et à toutes les ressources humaines et de savoir qu'il y a autour. Donc, c'est devenu comme une sorte de partenariat voilà, assez naturel que de travailler avec les musées, avec les maisons d'écrivains. On peut montrer peut-être, Aurélie, les visuels 8 et 12 hein, pour voir justement ce que deviennent ces ressources sur le plan éditorial. Si vous pouvez, alors 8, ce sera La Fontaine, et en 12, on verra une image du livre sur Dumas. Que vous pouvez alors commenter, bien entendu, hein, Dominique. Forcément, voilà, ça s'illustre dans le livre, ça s'illustre de plusieurs manières. En fait, le livre n'est pas le livre bon, voilà, vous voyez la petite imagette, tout sur La Fontaine, la numéro 8. Voilà, en fait, c'est une double page qui montre les joyaux du musée. Mais la place des visuels du musée se retrouve quand même aussi au fil des pages. Pour La Fontaine, ce ne sont pas que des visuels. Apparemment, il y a un petit... Et ça ne vient pas tout seul. Mais bon. Je peux peut-être les retrouver, sinon directement dans les livres. Je vais essayer. Pendant que vous expliquez un petit peu, je vais essayer de les retrouver. Ben, les voilà. Donc là, c'est peut-être plus facile si on me voit. Je ne me vois plus. Voilà, donc là, c'est l'espace dédié, je dirais peut-être plus frontalement aux joyaux ou aux trésors des musées ou des maisons d'écrivains. Mais ce qu'il faut dire, c'est que, voilà, c'est qu'au fil des pages, même quand les visuels sont issus de plusieurs sources différentes, c'est le cas pour La Fontaine. La Fontaine, on a aussi beaucoup utilisé la collection privée de l'autrice Martine Pichard. Hein. Donc, il n'y a pas que des visuels du musée. Et à chaque fois, ces visuels sont repérés par le picto que vous voyez près du numéro. Alors, le numéro, c'est effectivement, chaque sujet fait l'objet d'une numérotation, ce qui, peut-être on y reviendra, mais ce qui a une importance par la suite. Et donc, à côté du numéro 74, on a le picto musée. Et au fil des pages, dès qu'il y avait un visuel en rapport avec les collections du musée, on l'indiquait comme ça. Ça, c'était le premier avec La Fontaine. Dans le Dumas, ça a été pareil, même si dans le Dumas, je pense que quantitativement, il y a encore plus de visuels qui sont issus des collections du musée de Villers-Cotterêts, mais le principe a été le même. Et puis, dans le Verne, là, c'était même plus la peine qu'on le mette parce que absolument tous les visuels, sauf peut-être les photos contemporaines qu'on a fait nous aussi, Court Toujours, sont issus des médiathèques d'Amiens Métropole.
Voilà. Donc en fait, ce qui fait que finalement, ce livre, même si ça n'a pas été peut-être, je ne crois pas forcément pensé comme ça tout à fait au départ, peut devenir et devient, dans certains cas, quelque chose comme un catalogue très nourri, voilà, très divers, mais quand même quelque chose dans lequel les maisons d'écrivains se retrouvent et qui peut faire office de catalogue. Cela dit, c'est un livre qui est vendu partout. Hein, Bien donc, sûr. il peut être lu aussi sans forcément s'intéresser, du moins dans une première approche, aux collections de ces musées et maisons. Alors justement, hein, si le matériau de base de ces miscellanées, c'est l'archive, évidemment, la recherche, la documentation, avec ce qu'elle peut avoir d'aride parfois aussi, comment l'habiller justement, et ça c'est tout le travail de l'éditrice et de vos partenaires, pour justement les rendre accessibles au plus grand nombre, et je pense en particulier aux enfants en ce qui concerne, puisque vous aviez sans doute le même matériau pour le miscellané adulte, La Fontaine et le miscellané enfant, vous disposiez des mêmes ressources. Alors Oui, comment oui. faire pour justement habiller les choses de la bonne manière? Alors effectivement, hein, les livres adultes, en fait, c'est l'archive qui est effectivement, hein, au moins quantitativement, le matériel, la matière première visuelle, en tout cas du livre, voilà, mérite juste une attention particulière, esthétique, pour qu'elle soit bien mise en valeur, comme dans tout beau livre qui se Graphique, hein? voit, voilà. Mais on sait bien que les lecteurs auront une gourmandise d'emblée vers ce genre d'archives, de retrouver voilà, des manuscrits parfois ou des choses qui peuvent être assez rares. Donc là, l'importance dans cette collection-là, c'est de la mettre en valeur, c'est d'essayer que ce soit lisible, voilà, ne pas mettre en trop petit, ce qui est parfois compliqué parce qu'on a beaucoup de matière. Alors, c'était pas du tout la même approche pour Vive la Fontaine. Vive la Fontaine, on a pris un parti quand même assez fort dans ce livre. C'est que justement, bien que s'adressant à des enfants, globalement, 8 ans, 12 ans, mais peut-être un peu plus que 8 ans, ça dépend, bon lecteur, pas Oui. bon lecteur. On n'a pas mis d'âge parce que je trouve ça très restrictif et je pense que justement, dans ce genre de livre où on pioche, hein, puisqu'il n'y a pas d'ordre vraiment établi, je pense qu'on peut se trouver son miel aussi un peu à n'importe quel âge. Bon. Mais il ne reste pas moins vrai que pour un sujet comme La Fontaine, dont on fête hein, le quadricentenaire cette année, donc 400 ans, pour des enfants, se projeter dans 400 ans en arrière, c'est pas si intuitif. Et on a pris le parti, pourtant, d'illustrer, et c'est parfois plus que de l'illustration comme dans les autres miscellanées, parce que parfois l'information vient de l'image, avec des images d'archives, c'est-à-dire des documents anciens, et non pas comme voilà, la plupart du temps, dans les livres jeunesse, ce sont des illustrations dessinées par des illustrateurs contemporains. Et là, tout est en fait image d'archives. Voilà. Donc là, la question, c'était bien sûr volontaire, c'est aussi lié au fait que nous connaissions très bien, grâce au premier livre, la collection de La Fontaine et que nous étions très soutenus dans le musée de La Fontaine et très accueillis. Donc on a pu retravailler avec des yeux d'enfant et essayer de refaire une sélection, parce que quand on compare le tout sur La Fontaine et puis le Vive la Fontaine, en fait, il y a très peu de visuels communs, même si parfois on traite des sujets qui sont forcément proches, on ne peut pas plus réinventer le sujet. Eh bien, on a essayé d'imaginer ce qui pourrait intéresser les enfants. Et puis, on a essayé de les acculturer, entre guillemets, à ce qu'est le temps qui passe, à ce que c'est 400 ans, et qu'est-ce qu'est le document, voilà, de les acculturer au regard sur l'archive.
Alors, ça a donné quelque chose d'assez joyeux et que l'on a testé auprès des enfants. Alors, évidemment, il était hors de question de mettre tel quel l'archive comme on l'a fait dans le livre adulte. Hein. On a forcément amené de la couleur, on a forcément amené du cadrage, etc. Mais on voulait quand même voir un peu avec les enfants comment c'était ressenti. Et on a la particularité de ce livre, c'est qu'on est allé sur le terrain, si je peux dire, c'est-à-dire dans les écoles, CE2 même, CM1, CM2 jusqu'en 5e, dans 5 écoles différentes, avec plusieurs séances pour certaines, pour essayer de consulter les enfants à toutes les étapes de la réalisation du livre. Alors, on leur a lu nos premiers textes, on s'est fait retoquer après parfois sur certains mots de vocabulaire, voilà, qui les rebutait un petit peu. C'est pas pour autant qu'on a forcément renoncé parce que, n'est-ce pas, il faut quand même aussi utiliser des mots un peu compliqués, hein, lithographie, tout ça, ça y est. Mais on a cédé sur certains trucs parce qu'il n'y avait pas d'enjeu, à notre avis. Et puis, on a montré des visuels et puis on a aussi montré nos premières maquettes et puis on les a fait réagir sur la couverture. Voilà. Donc, ça nous a donné quelques enseignements parfois assez truculents. Et oui, on a 2 illustrations, peut-être Aurélie, hein, numéro 24 et numéro 25. Et vous pourrez nous commenter parce que c'est quelque chose que vous avez fait évoluer. On va voir l'avant-après en fonction du ressenti des enfants. Donc Aurélie, voilà, sinon si c'est difficile, mais je n'aurai pas l'image d'origine, donc il faudrait qu'on puisse avoir ce visuel numéro 24 pour que vous nous expliquiez. Mais je peux raconter aussi, voilà. Oui, ça vient pas, je peux le voilà, c'est parfait. Est-ce que... On a votre idée de départ qui va s'afficher. Alors, effectivement, il était question d'essayer de montrer la première page du premier livre de l'édition, de la première édition, de l'édition originale, du premier livre des fables. Et on voulait montrer ce qu'on appelle aujourd'hui la page de titre, voilà, pour essayer de décrypter. Mais alors, on ne l'a pas en gros, hein, c'est ça Non, on dirait qu'elle... alors, on n'y arrive pas. Aurélie, elle ne veut pas s'afficher en... Alors, tant pis, on va commencer en grand. La fin. Je ne sais pas si vous voyez. Est-ce que vous voyez assez bien là comme oui, ça. Oui, là, on voit Dominique. Voilà, donc c'est cette page-là. On va peut-être la voir autrement. Parce que c'est quand même, c'est intéressant de le voir en vrai si c'est possible, parce que c'est amusant, c'est des petits détails en fait qui font que parfois des petits détails qui tuent en fait. Hein. Et là, on n'est plus dans la peau des enfants, même si on essaye. On n'imagine plus toujours quelle est la somme d'informations dont nous disposons, nous adultes, pour décrypter ce genre de documents. Bon, je crois que je vais raconter. Voilà. Donc, en fait, on a montré cette première page, et justement parce que avec la graphiste, il y a eu un travail extraordinaire, hein, justement de couleurs, de mise en scène, etc. On a montré cette première page avec des petites flèches qui expliquent, voilà, ça c'est le titre, pourquoi il y a des typographies différentes, pourquoi là il y a de l'ital pour dire Monsieur de La Fontaine, qu'est-ce que c'est là, ces chiffres romains, ben, c'est la date, enfin bon, il y a une façon un peu ludique d'essayer d'expliquer. Et puis la graphiste, dans une première approche, avait très joliment mis en haut de la page de petites punaises de couleurs pour animer la page. Et en fait, j'expliquais voilà ce que je viens de vous expliquer rapidement aux enfants, et je sentais un petit, voilà, en face de moi, je sentais que c'était, voilà, il n'y avait pas autant de lumière dans le regard des enfants. Et j'ai fini par m'apercevoir qu'en fait, ils ne comprenaient pas très bien ce que je racontais, parce que les petites punaises en haut leur a fait penser qu'en fait, il s'agissait de ce qu'eux connaissent, c'est-à-dire les posters qu'ils peuvent mettre, les grands posters. Donc, ils n'avaient ni l'échelle, ni la fonction de la page. Ils pensaient que c'était des grands posters et ils ne voyaient vraiment pas de quoi je parlais. Donc, ça, c'est des petits détails, voilà, des anecdotes, ce qui fait qu'on a rétabli la matérialité de la page déjà en enlevant les punaises et puis en mettant voilà, une ombre qui montre bien à la fin que c'est un livre. Bon, alors,
des petits détails comme ça, c'est vrai que c'était quand même, c'était du miel pour nous, c'était vraiment, c'était un trésor de pouvoir s'en emparer et de pouvoir finalement faire en sorte que ce soit quand même, bien que gai, coloré, etc., que ce soit aussi instructif. Et fiable, effectivement, hein, c'est quelque chose d'important, d'autant que vous avez eu le label qui correspond au 400e anniversaire de la naissance de Jean de La Fontaine, qu'on fête cette année autant que faire se peut. C'est un petit peu compliqué. Mais Oui, donc, voilà, vous avez été labellisé dans quelles conditions? oui, alors en fait, la ville de Château-Thierry et d'autres partenaires de la région, département, préfecture, etc., ont recueilli des projets de tous ordres, hein. Ça pouvait être effectivement spectacle vivant, linguistique, de tous ordres, vraiment, danse, etc., autour de La Fontaine et a finalement fait une sélection en attribuant un label qui permet, qu'on a eu effectivement, qui permet un peu plus de lisibilité dans ces temps aussi difficiles où l'événementiel a vraiment du souci à se faire. Donc une certaine lisibilité et de l'aide, le cas échéant. Voilà. Alors, vous en parliez tout à l'heure, on l'a effleuré, hein, ces miscellanées peuvent être lues dans le désordre ou Oui. bien selon la chronologie des pages, évidemment. Et pour ce qui concerne les miscellanées adultes, vous avez imaginé des parcours. Alors, on le voit ici. Alors, il y a un rabat hein, comme ça, et qui est très bien, voilà, très agréable. Et donc, 4 parcours pour chaque écrivain. Alors, comment avez-vous eu cette idée? Comment organisez-vous ces parcours à l'intérieur des livres? Alors, on a eu cette idée parce que même si on adore cette formule des miscellanées qui sont une sorte d'esthétique de la discontinuité et du mélange, hein, puisqu'il y a de l'ordre fortuit, l'ordre est fortuit dans le traitement des sujets, les sujets elles-mêmes revêtent une diversité d'apparence, peut-être petit texte, grand texte, liste, citation, jeu, texte de synthèse, voilà, et sont mis comme ça dans un ordre apparent. Nous n'avons quand même jamais perdu notre objectif qui était, et qui est bien d'ailleurs celui, je l'ai retrouvé après, de l'origine, hein, même sous l'Antiquité, c'est-à-dire qu'une volonté d'instruire, mais via une promenade récréative. Alors, la promenade récréative, quand on lit ce genre d'ouvrage, on l'a d'emblée parce qu'on comprend très bien, et le lecteur très intuitivement, qu'il peut sauter d'un sujet à l'autre en fonction du temps dont il dispose, en fonction de ses centres d'intérêt, en fonction de plein de choses. Et chaque sujet, comme je vous le disais tout à l'heure, est numéroté. Donc, en fait, à chaque fois qu'il y a une entrée de lecture, il y a un numéro. Mais on s'est dit quand même que si on voulait avoir peut-être quand même faire un petit effort supplémentaire pour le côté instruire et pas seulement uniquement séduire et faire quelque chose de récréatif, peut-être qu'on pouvait aussi mettre des outils dans le livre qui permettaient à des personnes qui là cherchaient quelque chose de précis, qui avaient mémorisé quelque chose, qui cherchaient une thématique. Nous n'avons pas de thématique puisqu'il n'y a pas de chapitre, donc ce n'est pas une approche thématique. On a mis deux outils. On a mis à la fin, très classiquement, hein, je dirais, donc un index qui permet de retrouver des noms, des données au fil des pages. Et on s'est dit aussi qu'on pouvait peut-être, qui est à la fois instructif et encore récréatif, finalement, c'est assez ludique, mettre ces parcours qui reprennent dans 4 thématiques qui sont à chaque fois nouvelles, parce qu'on s'adapte à chaque fois à l'univers de l'auteur, de l'écrivain, en l'occurrence. Donc, on ne s'étonnera pas que pour La Fontaine, par exemple, il y ait une thématique, c'est les femmes. Voilà, l'art d'écrire, les fables, et puis la vie littéraire du XVIIe siècle, parce que c'est quand même quelque chose qui n'est pas forcément dans les têtes de tout le monde. Donc, on a pris ces 4 thématiques et on allait moissonner
ce qui, dans l'intérieur du livre, dans le contenu, était en rapport avec ces thématiques-là. Et donc, on allait chercher les petits numéros. Et ceux que ça intéresse peuvent suivre les numéros qui sont rassemblés et relire d'une autre manière, de cette façon, de façon plus raisonnée, les sujets qui sont en rapport avec ces thématiques qu'on appelle donc des parcours. Puisqu'on a vraiment l'impression que cette métaphore de lecture promenade va bien, va bien. Et si on parle de promenade, d'ailleurs, aussi peut-être, ça me fait penser, Alexandra, si vous voulez bien, que à la fin de chaque livre aussi, on peut littéralement se promener grâce à cette carte qui identifie des lieux qui permettent d'aller sur les traces des différents écrivains dans leur lieu de prédilection. La Fontaine, c'est Château-Thierry. Alexandre Dumas, c'est Villers-Cotterêts. On a exactement la même formule. Et puis, Verne, que je ne peux pas vous montrer parce qu'il est donc à l'impression, a aussi une carte sur Amiens. Alors, bien qu'il n'y ait pas de thématique, évidemment, vous devez élaborer les pages de vos livres, harmoniser les contenus, répartir les couleurs, par exemple. C'est quelque chose que vous faites de manière très physique, hein. Si on peut montrer, Aurélie, j'espère que ça va fonctionner, la photo numéro 6 qui parle d'elle-même, c'est bien la 6, tout à fait. Alors, Aurélie, est-ce que... Voilà, comme ça, vous allez nous commenter, parce que ça m'a beaucoup amusé quand j'ai vu ces photos. Là, on est vraiment dans l'artisanat, on va dire, de votre métier. Bah oui, c'est tout ce que j'aime en fait. Là, ça donne vraiment du sens à ce que je voulais au départ, c'est-à-dire vraiment être là à chaque étape de la création, réalisation et ensuite diffusion d'un livre. Et je parlais tout à l'heure du côté un peu sportif pour les auteurs, hein, voilà, de donner d'eux-mêmes tout en se coulant dans un moule un peu particulier. Mais il y a aussi quelque chose de sportif au niveau de la maquette. Donc, j'ai l'impression que les images ont du mal à monter. Non, voilà. En fait, pour vous expliquer, cette petite vignette numéro 6 que vous apercevez montre en fait ce qu'on appelle le chemin de fer, c'est-à-dire que avant de décider de l'ordre final des pages, on a maquetté tous les sujets déjà par double page, c'est-à-dire que déjà l'espace de la double page est déjà un espace très pensé pour que justement cohabitent des choses qui à la fois ne soient pas redondantes, mais à la fois peuvent créer la surprise. Je trouve personnellement que les miscellanées sont aussi un genre très poétique dans cette espèce de création de surprise et d'étonnement en juxtaposant des éléments qui au départ ne sont pas liés. Et donc on fait très très attention à ça. Et une fois qu'on a nos doubles pages, en fait, nous les mettons toutes par terre, chez Cours Toujours, dans une grande pièce, on les met toutes par terre et on passe, voilà, on les regarde et puis on essaye voilà, d'équilibrer, de doser les pages qui sont très illustrées, les pages qui le sont moins, les pages qui ont certaines rubriques, parce qu'il y a quand même des rubriques il y a quand même des rubriques récurrentes. Donc, éviter qu'il y ait dans le deux doubles pages qui se suivent des jeux, par exemple, ou des fiches personnages, parce qu'il y a tout ça, ou des listes, ou des rencontres avec des spécialistes. Je n'ai pas parlé de ça, mais c'est vrai que la grosse matière, ce sont les archives, mais nous avons aussi ce qu'on appelle des rencontres, c'est-à-dire des pleines pages avec des personnes là
tout ce qu'il y a de plus vivante que nous allons interroger et qui sont des experts, qui sont des spécialistes, qui nous parlent des écrivains en question. Voilà, donc ça nous donne cette espèce de patchwork où on voit, mais parfois il faut voilà, cligner des yeux et se dire, bon ben là, il y a des pages avec un fond bleu, on ne va pas en mettre deux de suite. Là, cette page, elle est un petit peu, elle est un peu grise, il n'y a pas beaucoup de visuels, donc on va s'arranger pour mettre avant-après des visuels. Il y a certaines... Là, ce qu'on voit, c'est Verne, hein. Donc, on voit des pleines pages avec les gravures dans Hetzel. Ça, c'était un petit peu la particularité du Verne, c'est qu'on s'est régalé avec des pleines pages. Et donc, il fallait aussi les espacer pour introduire un rythme dans le livre. Donc, oui, en effet, c'est quelque chose d'un peu particulier comme étape, mais de très plaisant. Parce que quand on en est là, le plus dur est derrière, oui. On va dire. Voilà. Alors, dans vos livres, bien entendu, hein, sont évoqués vie et parcours de ces grands écrivains. Comment rendre l'œuvre présente également à l'intérieur de ces ouvrages, Dominique? L'œuvre, elle est partout, en fait. Elle est partout, mais en effet, elle cohabite avec des éléments biographiques, hein, avec des éléments sur l'époque. Mais l'œuvre, elle est partout sous forme d'analyse, c'est-à-dire que dans tous les... voilà, dans chacun des trois livres, même Vive la Fontaine, pour les enfants, on a des... Voilà, on a des points de vue sur le genre, sur comment ça s'inscrivait à l'époque, sur le feuilleton, et puis les personnages aussi. Pas pour La Fontaine, évidemment, mais pour le Dumas et pour le Verne, on a introduit des fiches personnages pour rappeler un petit peu les grands personnages, pour expliquer le contexte dans lequel les écrivains les ont fait vivre. Et puis, il y a aussi des citations. Il y a aussi des citations qui ponctuent le livre. Donc, je pense que l'œuvre, elle est partout, mais elle est, elle aussi, comme ça, mixée avec le reste. Et on peut être accroché par une phrase ou par un aspect de l'œuvre qui ressort sous la forme d'un titre. Donc, je pense que c'est aussi... c'est vrai qu'on le présente plutôt comme des biographies, mais ça, c'est aussi les tuyaux qu'on nous impose un petit peu au niveau de la librairie. Voilà, donc c'est plutôt rangé sous l'étiquette de la biographie, mais je pense que c'est pour arriver à l'œuvre, hein, qu'on fait voilà, qu'on passe en revue toutes ces facettes. Voilà. Bien sûr, la postérité, c'est l'œuvre, hein, avant toute chose. On est d'ailleurs toujours plus ou moins le produit de son époque et nos grands écrivains n'échappent pas à la règle. Il faut souligner qu'il y a un gros travail de remise en contexte dans ces ouvrages. Alors, peut-être je vais embêter encore Aurélie parce que c'est pas simple ce que je lui demande, mais on a les visuels 13 et 15 qui peuvent nous montrer un petit peu comment vous travaillez justement pour rendre accessible aussi un siècle, par exemple, un mouvement littéraire. Voilà. Voilà, ça c'est J'espère que ça veuille s'ouvrir. Là C'est où il très y a un nœud. Notre affaire, voilà. Donc, par exemple, hein, le 19e siècle littéraire qui côtoie, si je ne me trompe pas, la salade de céleri, normalement. Voilà, c'est typique du mélange des genres, hein, chez Courtoujour, ça ne s'ouvre pas. Hein, c'est la forme. Les années qui veulent ça. Alors évidemment, on en joue beaucoup. Bien sûr. Il y a évidemment, au moment de la conception de ce qui n'est pas un sommaire, du coup, mais qui ressemble, une grosse attention des auteurs qui s'emparent des sujets. En fait, au départ, on fait une espèce quand même de sommaire par thématique. Et une des thématiques que l'on doit renseigner en permanence avec toutes sortes de petits sujets ou grands sujets est évidemment l'époque. Voilà, l'époque, la postérité, la biographie. Et chaque auteur de livre, en fait, s'en empare
sous la forme qu'il veut. Là, on est sur effectivement Dumas. Sur cette page-là, Bertrand Varin a bâti un texte assez didactique où il explique dans quel siècle, dans quel genre évoluaient, quels étaient les courants littéraires qui étaient autour de Dumas au même moment. Après, ça peut prendre d'autres formes, et ce n'est pas la seule page qui parle du 19e siècle littéraire. Il y a d'autres regards, d'autres vues. Il y a Alors, toujours c'est amusant de faire cohabiter ça mais c'est tout Dumas, hein, ça. C'est aussi tout Dumas. C'est-à-dire que Dumas, il est immense. Il est capable de faire très bien la cuisine tout en écrivant 10 feuilletons en même temps. Donc, c'était important aussi que chacune des miscellanées, en fait, parviennent, malgré ce moule, parviennent à rendre aussi une ambiance qui soit propre et une personnalité qui soit propre à l'écrivain en question. Voilà, alors là, effectivement, on est sur une page qui est plus sur l'histoire, puisqu'il faut absolument donner des repères quand même. Pour bien comprendre une œuvre, il faut aussi en comprendre le contexte historique. Donc, il y a effectivement des pages sur l'histoire. Puis ça, c'est la fin. Je crois que ce sont les dernières pages. Vous voyez, la chronologie est assez explosée. Je crois que il me semble que c'est la dernière double page du livre où on voulait mettre c'est très très beau, cette très belle représentation d'Alexandre Dumas de Marlais qui figure au musée, et je crois qu'il était nouvelle entrante au musée. Très bien. Alors, dans vos livres, vous vous entourez toujours de conseils scientifiques, hein, bien entendu, parce qu'il faut démêler la réalité historique de la légende, ce qui n'est pas simple hein, quand on s'attaque à des mythes comme cela. Pour autant, la légende, c'est aussi un matériau très important dans vos livres. Je pense par exemple au Vive La Fontaine, page 14, où on peut lire « On a dit que La Fontaine était rêveur, mauvais père, distrait, dépensier et paresseux, mais comment le savoir 400 ans après sa mort ?» Vous partez aussi beaucoup de ces idées reçues pour aider à cerner les personnages. C'est un jeu. C'est ça. C'est un jeu, c'est un truc comme un autre, en fait, je pense, pour essayer de démêler le vrai du faux. Et surtout, il faut dire quand on n'y arrive pas. C'est-à-dire que quand on ne sait pas, on ne sait pas. Et pour les enfants, c'est toujours un peu étonnant, mais c'est quand on leur dit, ben, on ne sait pas. Enfin, en tout cas, nous, on ne savait pas tout. Voilà, sur La Fontaine, ils nous demandaient toujours par exemple, ce qu'il avait sous la perruque. La Fontaine, est-ce qu'il était chauve, est-ce qu'il avait des cheveux frisés, blonds, blancs, et nous on disait ben on ne sait pas. Alors je ne sais pas si quelqu'un sait, peut-être nous on n'est pas non plus des super spécialistes, peut-être qu'il y a des spécialistes qui savent que peut-être La Fontaine il était roux, j'en sais rien moi. Mais le fait de leur dire ben, c'est une bonne question, effectivement, et de leur montrer, on leur avait amené justement les planches de l'encyclopédie d'Alembert, etc., où on voyait différentes sortes de perruques. Alors, ils étaient absolument fascinés, on leur montrait ça, et qu'on leur dise, mais voilà, on sait qu'on peut parler des perruques, on peut dire pourquoi, comment, jusque quand c'était fait, etc., mais nous, on ne sait pas ce qu'il y a sous la perruque de La Fontaine. Et le fait de dire on ne sait pas, d'une certaine manière, je pense que c'était utile parce que ça montrait aussi qu'il y a un travail qui est le travail de l'historien, le travail du spécialiste, comme on disait parfois, on disait, mais vous savez, La Fontaine, il n'avait pas la télé, il n'avait pas Internet, donc il ne s'exprimait pas. Tout ce qu'on sait, c'est voilà, il a écrit des lettres, effectivement, mais il y a plein de choses qu'on ne sait pas parce que c'est il y a 4 siècles quand même. Donc, je pense que c'est aussi utile de jouer sur la légende et puis de dire, bah, on ne sait pas tout, quoi. En tout cas pas nous.
La légende et l'humour, hein, parce qu'il y a un point commun entre tous vos différents livres, c'est que vos livres ne se prennent pas au sérieux, hein, aussi professionnels soient-ils. Alors là, on voit tout de suite, on est page 4, hein, l'entrée en matière du La Fontaine, on voit tout de suite la gaieté et la façon dont vous allez traiter les choses. Dans le Tout sur Jules Verne qui va paraître, hein, il y aura par exemple une rubrique côté sexe qui est assez audacieuse, je dois dire. Vous ne faites pas dans la sacralisation du grand écrivain, Dominique. Non, je pense qu'on essaie de trouver effectivement, de mettre le curseur dans un endroit où on montre notre grand respect qu'on a pour ces grands écrivains. Enfin, on a quand même, on est face à des monuments, hein, quand même. Donc, un grand respect. Et en même temps, l'idée, c'est justement qu'on s'approprie ces écrivains. Ça passe par la connaissance de la biographie. Ça passe aussi par le regard que les auteurs qui écrivent sur ces écrivains donnent. Je sais que, en effet, Tout sur La Fontaine ou presque de Martine Pichard. Martine Pichard a tellement baigné toute petite déjà, dans le chaudron de La Fontaine à Château-Thierry, que pour elle, c'est quelqu'un de la famille. Et donc, elle en parle de façon jouée et on a l'impression que, en effet, elle le connaît personnellement et on le sent, on le sent. Donc, je pense que non, on essaie de trouver, d'avoir un regard curieux, intéressé, mais en effet de désacraliser. C'est un livre grand public. Voilà, on a une ambition, si je peux dire, de vulgarisateur, clairement. Donc, Avec aussi des portes d'entrée comme le jeu. Hein, voilà, on ne peut pas rentrer dans tous les détails parce qu'on arrive bientôt à 1 heure et j'en profite pour dire à nos auditeurs que ça va être le temps des questions dans peu de temps, donc qu'ils y réfléchissent. Mais en effet, il y a des portes d'entrée qui sont le jeu et au-delà de l'aspect divertissement et plaisant, hein, il y a aussi une manière de rendre actifs vos lecteurs par rapport à cette idée de transmission de patrimoine, de découverte. oui, c'est vrai, c'est une promenade, hein. Donc, une promenade, c'est aussi du corps. C'est-à-dire voilà, on a une tête et on a un corps et on l'utilise et on feuillette et on le repose et on regarde. Et effectivement, on interpelle. Il y a frontalement du jeu. C'est-à-dire au sens où il y a effectivement des quiz, des rébus, y compris dans les adultes, hein, dans les livres adultes, pas que pour les livres enfants. Les adultes sont de grands enfants, donc je pense que ça ne devrait pas trop leur déplaire. Il y a frontalement du jeu, mais il y a aussi, mais de toute façon, les miscellanées, c'est une forme récréative, hein. Donc nous l'assumons tout à fait. Sachant que nous avons bien vu aussi que ça ne nous empêchait pas d'aborder des sujets pointus, parfois très synthétiques, hein. Dans le Verne, vous allez avoir même idéologique ou politique, hein. Dans le Verne, vous avez des textes sur Verne et l'antisémitisme. Oui. Le sexe aussi, qui n'est pas forcément ce qu'il a mis en avant, ni dans son œuvre, ni dans ce qu'on sait de sa vie. Il était quelqu'un de secret. Pas de manière consciente en tout cas. C'est ça. Et puis, voilà, des questions politiques, etc. Donc, les miscellanées sont quand même une forme très accueillante pour tout type d'informations. Alors, avant de laisser les questions aux auditeurs, j'aimerais qu'on parle de réception. D'abord, une réception qui est capitale pour vous en tant qu'éditrice, c'est celle des libraires. Et puis, qui sont vos lecteurs, si vous le savez, si vous arrivez à délimiter un petit peu un profil? Oui, on arrive à le savoir parce que quand tout va bien, on fait aussi de la vente directe en salon, évidemment, pas depuis un moment, mais on a quand même vu avec La Fontaine, pas beaucoup avec Dumas malheureusement, qui est sorti en octobre dernier et qu'on n'a pas pu dignement lancer et frotter directement au public. Après, pour Verne, on verra bien. Oui, on voit bien que, en fait, on a pour cette collection adulte, je pense qu'on a à la fois des lecteurs qui sont intéressés par le sujet et qui
bien qu'ils sachent beaucoup de choses sur le sujet, sont assez intrigués, justement là pour le coup par la forme, et qui sont parfois très surpris de la façon dont c'est traité, et donc pour qui ça renouvelle une espèce d'appétit pour un sujet qu'ils connaissent parfois très très bien, et qui ont un côté un peu bibliophilique avec ce livre, qu'on essaye d'être, voilà, un beau livre avec un papier, enfin c'est un objet aussi. Et puis, on a des personnes, et ça, c'est un vrai bonheur, qui ne liraient peut-être pas grand-chose sur ces écrivains-là, et que l'on voit s'approcher du livre et être beaucoup plus décomplexé par la lecture, et que ça attire de savoir, qui ne vont pas s'engouffrer dans des longs chapitres, des choses comme ça, et que là, le côté justement un petit peu, alors c'est vrai qu'on peut reprocher hein, cette forme de favoriser la lecture un peu zappante, mais nous, on pense que c'est aussi un atout, et il y a plein de gens qui sont très rassurés quand on leur met ce genre de livre dans les mains. Et après, oui, c'est peut-être plutôt masculin comme type de lecteur, en tout cas plus masculin que d'autres livres que l'on a dans le catalogue. Et les libraires, Dominique? Les libraires, en fait, je pense, portent un regard bienveillant sur cette forme qu'ils ne savent pas toujours où mettre dans leur rayon. C'est toujours un petit peu le problème de nos collections qui sont toujours, parfois, qui ne sont pas tout à fait dans les tuyaux de la librairie. Mais les libraires jouent le jeu, je pense. On a besoin que les libraires jouent le jeu parce que, en fait, bon, on a beaucoup travaillé sur les couvertures, mais une couverture ne peut pas dire que ce sont des miscellanées. Ou alors, il faudrait faire des couvertures complètement patchwork, et on ne voulait pas de ça. Donc, on a besoin de libraires pour que les libraires montrent, par exemple, les parcours ou des choses comme ça. Et ceux qui jouent le jeu, qui nous aident, en fait, voient que c'est quelque chose qui plaît. Alors, auriez-vous des questions effectivement à poser les uns ou les autres? Donc, vous pouvez réactiver vos micros, bien entendu, vos caméras aussi si vous le souhaitez. Ce n'est pas obligatoire. Ou vous avez à droite, si vous avez activé l'onglet discussion, vous avez un forum qui vous permet de poser vos questions à l'écrit, si vous préférez. Je vois qu'on n'ose pas poser de questions. Pas de questions? Bon, alors, vous êtes éditrice, Dominique, mais vous êtes aussi lectrice. Étiez-vous lectrice des auteurs que vous éditez, ou quelle est votre approche de ce côté-là, qui n'est pas du tout effectivement le même par rapport à ces grandes figures? Oui, alors après, je vois qu'il y a une question. Je vais la relayer. Mais alors, je n'étais pas spécialement grande lectrice de La Fontaine, de Verne et de Dumas. Voilà. Mais peu importe. Je le suis presque devenue, au sens où, grâce aux auteurs qui m'ont immergée dans ces univers-là, mais forcément, ça crée quand même de l'appétit. Donc, grâce à eux, j'ai dépassé un petit peu j'ai les fables, et j'ai lu, par exemple, la correspondance de La Fontaine, Dumas, j'ai lu Pauline, par exemple, Verne, je suis même allée jusqu'à lire l'hivernage dans les glaces. Mais c'est pas ça le plus important pour moi. Pour moi, ce qui a été formidable en tant que lectrice, c'était justement d'apprendre plein de choses sur la façon dont ces écrivains vivaient leur écriture. Et là, je trouve que c'est aussi dans ces livres, découvrir un La Fontaine qu'on présente toujours comme fabuliste, qui est quand même vrai, mais de le redécouvrir plutôt comme poète,
voilà, Et lecteur de romans. et lecteur de romans que vous connaissez, et donc de voir que c'est quelqu'un qui écrivait, qui avait un sens de la poésie, du rythme, du vers libre, dont d'ailleurs Jacques Darras en parle Oui, en témoigne très très bien. une page où il parle d'un danseur en poésie en parlant de La Fontaine. Ça a été quelque chose d'important pour moi, de voir Dumas dans son monde de feuilleton, et de voir comment il travaillait sur plein de textes en même temps et avec l'œuvre de collaboration qui allait avec. C'était aussi très intéressant. Et quant à Verne, les relations avec son éditeur, évidemment, Hetzel, m'ont vraiment passionné, quoi. Ces relations à la fois orageuses parfois, mais surtout très fertiles. Donc, je pense que personnellement, c'est ce que ça m'a apporté, effectivement. C'est un grand enrichissement, effectivement. Alors, on a une question du côté du musée Claudel. Après Jules Verne, avez-vous déjà un autre écrivain en vue, puisque vous courez toujours, Dominique? Alors, il n'y a rien y a rien dans les tuyaux. Il est clair que évidemment, je lorgne sur, là pour le coup, autour de moi, il y a Racine, à la Ferté-Milon, il y a Claudel que j'aime beaucoup, à Villeneuve-sur-Fer. Je m'intéresse aussi aux femmes. Qui pour le moment sont absentes de la collection. Donc, je m'intéresse aussi à Marguerite Yourcenar, je m'intéresse aussi à Marceline Valmore-Desbordes, et on n'a pas encore, décidé. Voilà. Très bien. Nous croisons les doigts. Alors, une remarque que je vais relayer également, si j'arrive à remonter un petit peu, voilà, de mon onglet. Donc, c'est Sylvia Bien-Aimée, hein, de la DAC, qui nous dit juste une remarque. C'est tout de même tout à fait curieux que le premier ouvrage, voilà, soit consacré à La Fontaine, car je trouve que l'on n'est pas très loin du principe de la fable, plus exactement de l'apologue, qui mêle à la fois la promenade récréative dans un récit plaisant et un but édifiant et didactique. En effet, vos miscellanées sont des apologues, cela aurait sans doute beaucoup plu à La Fontaine. Tout à fait. Alors, est-ce que c'est conscient ou inconscient? Je n'en sais rien. Mais en effet, vous avez tout à fait raison, Sylvia. Effectivement, ce côté à la fois récréatif et instructif, c'est ce qui nous a menés depuis le début. Mais et coïncidence, sans doute. Enfin, voilà. En tout cas, on avait toutes les raisons, nous, ici, à Courtoujour, de nous intéresser à La Fontaine. Alors, je serais... Voilà, merci de nous dire que ça aurait sans doute beaucoup plu à La Fontaine. Quel honneur. Merci. Alors Aurélie nous dit que le 20 avril, il y aura présentation du webdoc, ancrage, passage avec Jacques Darras, effectivement. Jacques Darras dont on parlait à l'instant, qui témoigne de son admiration pour Jean de La Fontaine. Hein. Jacques est lui-même poète et essayiste. Et il a écrit dans l'une de vos collections La vie rêvée des choses, La gaufre vagabonde. Voilà, donc il faut absolument regarder cette présentation, en effet, du documentaire très riche sur nos écrivains de Picardie. À l'époque, il s'agissait de ce territoire. Est-ce que vous auriez d'autres questions ou observations? Peut-être pas. Eh bien, écoutez, Dominique, sauf si vous avez vous-même quelque chose à ajouter, je vais inviter, voilà, on va se quitter. Je vais inviter tous nos auditeurs, bien entendu, à découvrir vos livres. Voilà, je vois Daniel Henry un petit peu plus haut, voilà, votre collaborateur. Et c'est lui qu'on voyait hein, à genoux, voilà, accroupi devant le chemin de fer tout à l'heure sur la photographie. Voilà, merci beaucoup à tous pour votre attention. Merci aux éditions Courtoujour pour ce travail de transmission, voilà, qui est plein de modernité, tout en respectant évidemment ces grandes figures littéraires que l'on retrouve dans notre réseau des maisons d'écrivains et patrimoine littéraire des Hauts-de-France. Le festival Résonance continue. J'aurai le plaisir de vous retrouver pour une table ronde ce vendredi. On parlera de Louis-Antoine Saint-Just et d'Henri Martel autour de l'écriture utile ou convaincre par l'écriture. Voilà, vaste sujet. Merci à tous et à très bientôt. Et rendez-vous évidemment aussi sur le site du festival Résonance. Voilà, je laisse Aurélie peut-être désactiver la réunion. Au revoir tout le monde. Au revoir à tous, merci.